Voilà, deuxième partie de ce cours sur la reddition de comptes en démocratie. Donc je rappelle l'acquis de la première partie de ce cours qui a consisté à examiner, disons, dans toute son ampleur, l'idée même de reddition de comptes politiques. La conclusion était que si on regarde l'histoire des régimes politiques et des États modernes, on constate que l'augmentation de la responsabilité politique ne s'est pas accompagnée d'un rétrécissement du pouvoir, mais que les deux ont cru ensemble. Cette idée est tout à fait, peut-être contre-intuitive, mais tout à fait, je crois, profonde. C'est l'idée que la responsabilité accrue augmente la capacité d'agir. Et donc, pour une démocratie, il faut veiller au fait que l'idée de rendre des comptes ne va pas restreindre le pouvoir, mais au contraire, l'idée est de le renforcer. C'est-à-dire que le cahier des charges pour une bonne reddition des comptes en démocratie, voilà, je le fais peut-être de manière plus claire, est le suivant: la responsabilité, la reddition des comptes doit se faire au bénéfice de la décision, de la capacité collective d'agir, et non à son préjudice. Au bénéfice et non à son préjudice, et non à là un critère qui permet d'évaluer la situation de la démocratie contemporaine. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faut quand même reconnaître que nous sommes dans une situation problématique, tendue, où les exigences de reddition des comptes, qui augmentent quantitativement, ont perdu qualitativement cette manière de favoriser la décision collective. Voilà le diagnostic que je ferai sur la situation contemporaine, et je vais essayer de l'illustrer un tout petit peu. La reddition des comptes telle qu'elle s'exerce aujourd'hui, qui est existante, affaiblit les démocraties, elle empêche, elle entrave, elle va au rebours du pouvoir, qui est aussi la démocratie, mais il ne faudrait pas en tirer la conséquence, comme le font les démocraties illibérales, qu'il faut abolir la reddition de comptes, et donc, comme le font Poutine ou Xi Jinping, de dire « je vais rester au pouvoir, quoi qu'il arrive », c'est au contraire d'envisager la manière dont on peut repenser la reddition de comptes, et c'est pour moi vraiment l'impensé majeur de la démocratie contemporaine, c'est comment bien rendre des comptes. Pour bien s'en convaincre, je crois qu'il faut faire un petit saut en arrière et reprendre référence à un texte un peu sulfureux de quelqu'un qui n'est absolument pas un démocrate, qui déteste même la démocratie, qui n'envisage même pas, mais qui est un des fondateurs de l'État moderne, à savoir pour la France, le cardinal de Richelieu. Et je cite ici un passage extrêmement fascinant de son testament politique. « Ainsi qu'un corps qui aurait des yeux en toutes ses parties serait monstrueux. De même un État le serait-il si tous les sujets étaient savants. On y verrait aussi peu d'obéissance que l'orgueil et la présomption y seraient ordinaires. Le commerce des lettres bannirait absolument celui de la marchandise qui comble les États des richesses. Il ruinerait l'agriculture, vraie mère nourrice des peuples. Il déserterait en peu de temps la pépinière des soldats qui s'élèvent plutôt dans la rudesse de l'ignorance que dans la politesse des sciences. Enfin, il remplirait la France de chicaneurs, plus propres à ruiner les familles particulières et à troubler le repos public qu'à procurer aucun bien aux États. Si les lettres étaient profanées à toutes sortes d'esprits, profanées, c'est-à-dire l'idée qu'elles perdent de leur sacré et qu'elles se diffusent de manière démocratique, on verrait plus de gens capables de former des doutes que de les résoudre, et beaucoup seraient plus propres à s'opposer aux vérités qu'à les défendre. » Alors, la description est extrêmement cruelle parce que plus de 200 ans après, 300 ans, pardon, après ce texte, on n'est pas loin de constater qu'on y est. C'est-à-dire que nous sommes un peuple instruit, que les sciences ont fait des progrès considérables, que nous avons accès tous à l'alphabétisation et à l'information, et donc la prophétie de Richelieu s'est en quelque sorte réalisée. L'accumulation de ses savoirs et de ses connaissances se fait au détriment du bien public. Chacun s'estime expert, savant, propre à donner son avis, propre aussi potentiellement à désobéir. Et donc,
ce que nous percevons spontanément comme un progrès, c'est-à-dire le progrès des sciences, des arts et des connaissances, le fait que la population soit instruite, apparaît du point de vue de Richelieu comme une catastrophe, c'est-à-dire qu'il devient impossible de gérer le collectif, de régir le collectif avec 60 millions de spécialistes. Aujourd'hui, dans la situation de confinement, 60 millions de virologues, quand il y a un match de foot, 60 millions d'entraîneurs, et nous sommes à chaque fois nous estimons tous compétents en toutes les matières, et parfois bien plus que, comme on dit, ces incapables qui nous gouvernent. Alors, soyons bien clairs, il ne me viendrait pas à l'esprit d'adopter le point de vue de Richelieu. Je suis évidemment en désaccord, je trouve malgré tout que, quoi qu'on dise, le progrès des lettres et de l'alphabétisation est un immense progrès. Bien sûr. Mais je crois qu'on peut interroger le point de vue à partir duquel, dans la mesure où il nous lance un défi. Comment faites-vous, nous dit-il en substance, pour que ces progrès de la connaissance n'aillent pas au rebours du commun? Comment ces progrès de la connaissance peuvent-ils ne pas nous transformer tous en chicaneurs, comme ils disent, ou en objecteurs de conscience, ou en désobéisseurs civils? Comment pouvons-nous produire encore du commun et de la décision collective dans cette perspective? Voilà le défi que nous lance Richelieu. Je pense qu'il faut le prendre au sérieux, faire en sorte que nous soyons aptes à demander des comptes ne signifie pas que nous puissions le faire dans n'importe quelle condition. Voilà le défi. Alors, de ce point de vue-là, depuis l'époque de Richelieu, il faut prendre acte d'un certain nombre de transformations sur ce contexte de la reddition des comptes. Premier élément, nous assistons à une multiplication de décideurs. Pour dire les choses de manière un peu caricaturale, il y a une cinquantaine d'années, le nombre de décideurs aptes à changer le cours des choses, de l'histoire du monde, si on prend le monde entier, se résumait grosso modo à une cinquantaine de personnes. Les chefs d'État, peut-être quelques entreprises, et encore les chefs de grands États et de quelques grandes entreprises. Aujourd'hui, le nombre de décideurs capables d'infléchir le cours de l'histoire a cru de manière absolument sidérante. Ils ne sont pas seulement dans l'ordre politique, ils sont dans l'ordre économique, mais aussi dans l'ordre culturel, médiatique, et ils sont aptes à infléchir le cours de l'histoire. Et donc on voit que le levier de l'histoire s'est considérablement démultiplié. Ça, c'est le premier élément, avec comme effet une logique de dilution de la responsabilité. De dilution de la responsabilité qui fait qu'on ne peut pas imputer une décision, un infléchissement à telle ou telle personne, mais à une multitude d'acteurs. Ce qui donne un sentiment de considérable impuissance. Deuxième idée, nous avons, à côté de sa multiplication des décideurs, la multiplication des censeurs, de ceux qui critiquent, de ceux qui dénoncent, de ceux qui examinent la réalité. Là encore, en France, il y a une cinquantaine d'années, le nombre de paroles qui portaient, des éditorialistes, de ceux qu'on écoutait, se limitait, allons-y, à une petite centaine de personnes. Il y avait quelques intellectuels, quelques grands journalistes, quelques grandes autorités morales, mais le nombre était relativement limité. Avec les réseaux sociaux, et pas seulement, cette multiplication des censeurs est devenue absolument incommensurable. Nous avons en quelque sorte tous envie d'adopter ce rôle de censeur en ayant aussi la voix qui porte. Par toute une série de techniques d'utilisation et d'idées, nous pouvons faire en sorte que nos voix portent. Deuxième élément. Troisième élément, nous avons toute une série de multiplications de méthodes de censure. Méthodes de censure qu'on pourrait décrire rapidement en utilisant les mots anglais qui permettent de les désigner. Donc le naming, c'est-à-dire la contestation publique d'un préjudice en nommant les choses. Le blaming, la dénonciation d'un responsable. Voilà, on va considérer qu'une telle personne est responsable, on va le blâmer publiquement. Le claiming, réclamation de réparation ou de sanction à l'égard d'un préjudice.
Le rating aussi, c'est-à-dire la multiplication des notations par les agences et par nous-mêmes. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on commande une pizza, on va noter 10 fois. On va noter le service qui nous a permis de commander la pizza, on va noter le livreur qui nous a apporté la pizza, on va noter bien la pizza elle-même et peut-être, pourquoi pas, la qualité des olives, des anchois, du coulis, de la pâte. On peut nommer, évaluer de manière absolument frénétique. Et on voit que dans un univers de l'égalité, la volonté de construire ces hiérarchies ne cesse de se démultiplier. Donc le rating est quelque chose d'extrêmement présent dans notre univers démocratique et on y a recours de manière massive. On peut aussi faire appel à des comités de vigilance, les Watchdog Committees, les comités de vigilance, les chiens de garde ou les whistleblowers, c'est-à-dire les lanceurs d'alerte, ceux qui sifflent quand l'arbre tombe ou qui lancent des alertes. Et donc on a toute une série de registres de la reddition de comptes qui sont démultipliés avec, et c'est le quatrième élément, à côté de la multiplication des décideurs, la multiplication des censeurs, la multiplication des méthodes de censure, l'apparition de quelques effets pervers bien connus de ces évaluations, de ces contrôles, de cette logique du contrôle. J'en citerai 3 principaux. Le fait de passer plus de temps à évaluer qu'à faire, c'est-à-dire que la lourdeur de la procédure d'évaluation, si je puis dire, on passera plus de temps à évaluer la pizza qu'on a mangée qu'à manger la pizza, parce que ça demande un temps fou, et on reçoit constamment, à moindre geste que l'on fait, qu'avez-vous pensé de votre expérience? Alors vous voyez, quand j'achète, je sais pas, une moulinette chez Darty, voilà, on me demande, et qu'avez-vous pensé de votre expérience? Évaluez votre expérience, comme si c'était une expérience absolument mystique, ultime, et donc on a cette bizarrerie, moindre geste, hop, un évaluateur, ce qui d'ailleurs a un coût, parce que cette évaluation, même s'il multiplie les big data, et constitue un coût numérique tout à fait considérable. Donc passer plus de temps à évaluer qu'à faire, aussi fragmenter les secteurs, c'est-à-dire que en évaluant, si je puis dire, bon, je reprends mon exemple de la pizza, je suis désolé, il est un peu trivial. Si j'évalue l'olive, l'anchois, le coulis, la pâte, disons, à force de fragmenter les éléments d'évaluation, qu'est-ce qui reste de l'intérêt général? Qu'est-ce qui reste du commun? Qu'est-ce qui reste du global? Et de ce point de vue-là, on rappelle les vieilles théories de la théodicée, hein, on peut avoir des olives médiocres et une pizza très bonne. C'est tout à fait envisageable. Même si, évidemment, la pizza parfaite sera composée de toute une série d'ingrédients sublimes. Mais voilà, on perd de vue l'intérêt général, l'évaluation globale, on fragmente la réalité en totalité qui deviennent complètement éclatées, et donc quelque chose du monde commun disparaît. Troisième effet pervers de ces contrôles, alors c'est un élément qui est bien connu, c'est le fait de formater l'action par effet, ce qu'on appelle l'effet retour. Je cite ici Paul Valéry qui a très bien formulé, comme très souvent, le contrôle en toute matière aboutit à vicier l'action, à la pervertir. Dès qu'une action est soumise à contrôle, le but profond de celui qui agit n'est plus l'action même, mais il conçoit d'abord la prévision du contrôle, la mise en échec des moyens de contrôle. Et donc, l'évaluation a un effet retour qui peut être néfaste, c'est-à-dire qu'on ne cherche plus à bien agir, on cherche d'abord et avant tout à être bien évalué, et ce qui est très différent. C'est-à-dire que la finalité de l'action disparaît par rapport aux moyens d'être en effet bien évalué. Et on a eu quelques exemples historiques, notamment la planification soviétique était un exemple emblématique de ce dysfonctionnement. Tout étant évalué, on vise d'abord la bonne note plutôt que le bon travail. La bonne note plutôt que le bon travail. Et l'intelligence va être mobilisée, non pas pour bien travailler, mais pour avoir la bonne note, ce qui est parfois la même chose, mais parfois peut-être extrêmement différent. Bref, il faut bien avoir en tête que rendre des comptes, être évalué, constitue un phénomène extrêmement complexe qu'on ne peut pas exiger comme un droit sans y réfléchir de manière
extrêmement approfondie. Et c'est à cette réflexion qu'il faut désormais faire la place dans nos régimes démocratiques. Sinon, on va avoir une sorte de barbarie de l'évaluation, une barbarie de la reddition de comptes permanente, continuelle, au détriment, 1, de la capacité collective d'agir, et 2, de la vie commune. Comment essayer de poser les jalons d'une meilleure évaluation de l'action politique, de meilleures conditions de la reddition de comptes? Voilà le dernier point que je voudrais examiner dans ce cours. Il suppose de rétablir la diversité des figures du peuple, puisque une action politique en démocratie a des comptes à rendre au peuple. Simplement, comme on l'a vu, le peuple est divers. Donc, premier élément, comment rendre compte au peuple société. Au peuple société, disons que la meilleure manière de rendre compte au peuple société, sous réserve d'inventaire, c'est une manière qui passe par la réélection. La réélection, et de ce point de vue-là, le principe basique de la reddition des comptes en démocratie, c'est peut-on ou non, sera-t-on ou non réélu? Ce qui d'ailleurs attire l'attention, j'ouvre une toute petite parenthèse, sur les questions de limitation des mandats dans la durée, dont on peut penser qu'elle est souhaitable dans l'absolu, mais dont il faut bien voir que limiter les mandats dans la durée, c'est s'interdire à une véritable reddition de comptes. Si vous avez, par exemple, plus de 3 à 4 mandats, de 2 mandats, comme c'est en général, ou une limitation à 1 mandat, ce que certains proposent, vous vous interdisez de considérer que les comptes du premier mandat peuvent être rendus par une éventuelle réélection. Donc il faut être très attentif au fait que rendre des comptes, c'est aussi avoir la possibilité d'être réélu. Alors, de ce point de vue-là, il faut quand même reconnaître que pour ce qui est de la France, on est champion du monde. Depuis 1981, si on fait un calcul assez clair, avec quelques petites exceptions, aucune majorité n'a pu se maintenir au-delà d'un mandat, qu'il soit présidentiel ou législatif. Aucune majorité. Alors, François Mitterrand a été réélu, Jacques Chirac a été réélu, certes, mais toujours en étant réélu avec une période de cohabitation. Et donc, la totalité d'un mandat, d'une majorité, n'a jamais pu se faire de manière complète. On pourrait m'objecter le passage entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, mais là encore, toute la campagne de Nicolas Sarkozy était une campagne de rupture, marquant non pas une continuité, mais une brisure entre deux types de politiques. Donc, de ce point de vue-là, ceux qui considèrent que les hommes politiques ne rendent pas assez de compte à la société et qu'ils font n'importe quoi et qu'ils sont tout-puissants, se trompent lourdement, puisque du strict fonctionnement des institutions démocratiques, la durée des mandats complets de plein exercice pour les instances nationales est en fait très réduite. Donc, je ne crois pas qu'on puisse, dans ce contexte-là, exiger une procédure supplémentaire qu'on appelle le recall en anglais, c'est-à-dire la procédure de dire que, hors des échéances électorales, si un élu ne nous convient plus, et si nous arrivons à convaincre une partie de l'électorat que cet élu ne nous convient pas, eh bien, nous pouvons le rappeler. C'est-à-dire, nous pouvons en fait le virer de sa fonction. Pratique du recall qui a été mise en place, dans certains États pour certaines fonctions américaines, qui a été utilisée au Venezuela aussi, mise en place au Venezuela, et qui apparaît pour beaucoup comme, disons, vraiment quelque chose de formidable pour la démocratie. Formidable pour la démocratie parce que voilà, la démocratie c'est le peuple, nous sommes les citoyens, donc on considère qu'à un moment donné, notre élu ne nous va plus, on le vire. Voilà, formidable, c'est bien. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la démocratie ? Je ne crois pas. Je ne crois pas, je trouve que c'est une nouvelle absolument catastrophique, parce que l'intérêt de la reddition de comptes, c'est qu'elle définit au départ un exercice comptable. Si au moment d'une baisse de popularité ponctuelle, eh bien vous dites voilà ça il ne va plus, c'est comme si vous étiez dans la situation où votre banquier à tout moment, parce que votre compte est à découvert, se met à clore votre compte.
Et de ce point de vue-là, évidemment, c'est scandaleux pour son destin personnel, mais c'est aussi scandaleux pour la vie collective, parce qu'un politique peut être amené à prendre des mesures très fortement impopulaires, mais qui vont néanmoins dans le sens de l'intérêt général. Alors, c'est pas évident, on peut être aussi impopulaire et ne pas aller dans le sens de l'intérêt général, c'est tout à fait possible, mais justement, raison de plus pour faire en sorte que cet examen, impopularité et intérêt général, se fasse à échéance prévue, et non pas dans une incertitude politique continuelle qui, au lieu de renforcer la démocratie, renforcera la faiblesse de la démocratie et affaiblira la décision et la capacité collective d'agir. Encore une fois, le principe électoral, c'est on fait confiance à un élu pendant 5 ans, c'est ça le contrat, c'est pour ça qu'on vote pour lui, et si au bout de 5 ans, il ne nous convient plus, on en change. Raccourcir encore le temps de la démocratie me paraît, dans le contexte actuel, vu les enjeux financiers, environnementaux, économiques, politiques, géopolitiques de notre univers, me paraît extrêmement dangereux, et il faut plutôt que la démocratie se réconcilie avec la durée, plutôt qu'elle se mette dans une sorte de fragmentation de l'action en temps réel, comme on dit, ou dans une logique de chaîne d'actualité. Donc, de ce point de vue-là, le recall me paraît une mesure extrêmement contestable et qu'il ne faudrait surtout pas appliquer aux démocraties contemporaines parce qu'elle produirait effectivement un grand danger. Alors, on cite souvent sur ces questions-là de déni de démocratie, le fait qu'à un moment donné, un pouvoir soit devenu beaucoup plus déconnecté ou ne respecte pas la volonté populaire, l'épisode de la ratification du traité constitutionnel européen en 2005, quand les Français ont, par référendum, manifesté qu'ils étaient contre ce traité constitutionnel. Et on dit souvent, ben voilà, ils ont dit non, et puis après, eh bien, les parlementaires ont voté et n'ont pas tenu compte de l'opinion du peuple. Et donc, on a affaire à un déni flagrant de démocratie. Alors, je voudrais rappeler, de ce point de vue-là, cette toute petite parenthèse, mais le déroulement réel des choses, pour montrer qu'il n'y a pas de déni de démocratie dans cette phase. On ne peut pas dire qu'on est dans une démocratie formidable, mais il n'y a pas, au sens strict du terme, de déni de démocratie. Lorsque le référendum est rejeté en 2005 par la France, eh bien ce référendum montre qu'il n'y aura pas de constitution européenne. Bon. En 2007, Nicolas Sarkozy, nouvellement élu, avait mis dans son programme qu'il reviendrait sur cette décision de non-ratification par un traité voté au Parlement, visant à en faire en sorte non pas de restaurer une constitution européenne, mais de faire en sorte que l'Union européenne puisse fonctionner alors même que le traité constitutionnel n'avait pas été voté. C'est ce qu'il a fait. Il a été élu et il a réalisé ce vote parlementaire pour lequel il s'était engagé. Donc au sens strict du terme, il n'y a pas de déni de démocratie. Aujourd'hui, nous n'avons pas de constitution européenne. Voilà. Donc de ce point de vue-là, le peuple a été entendu. Mais nous avons un traité qui s'appelle le traité de Lisbonne, adopté par voie parlementaire conformément aux annonces d'un président élu de manière tout à fait légitime, démocratiquement. Et ce traité de Lisbonne fait en sorte que l'Union européenne continue de fonctionner sans constitution. Donc, au sens strict du terme, nous n'avons pas de déni de démocratie. Il en aurait été différent à l'égard du Brexit. Si effectivement l'Angleterre avait décrété que finalement le vote contre le Brexit devait être négligé, du coup il y aurait eu un réel déni de démocratie, parce que même si le référendum en Angleterre n'a pas le même statut juridique qu'en France, eh bien le Brexit manifestait la volonté du peuple, des citoyens, de sortir de l'Union européenne, et il fallait suivre cette volonté, quoi qu'il arrive, quelle qu'elle soit, quoi qu'on en pense, il fallait suivre cette volonté. Donc on n'a pas ici, à proprement parler, un déni de démocratie, et donc il faut être extrêmement attentif, en utilisant cet exemple, au fait
que la procédure démocratique a été totalement respectée, même si, encore une fois, on ne peut pas défendre telle ou telle position, ce n'est pas mon problème ici, mais on est toujours dans le cadre de la démocratie. Donc voilà le premier point, vote ou pas vote, manière de rendre des comptes au peuple-société, c'est d'abord et avant tout par la voie de la réélection. Deuxième manière de rendre des comptes, c'est rendre des comptes au peuple-opinion. Peuple-opinion, ça passe par la gestion de l'espace public ou la contestation par l'espace public de l'action d'un exécutif dont on considère qu'elle devient illégitime. Il ne s'agit pas du recall ici, il s'agit d'une procédure différente dont on peut voir la trace la plus spectaculaire dans l'affaire du Watergate en 1974, lorsque le président Richard Nixon est accusé par la presse d'avoir commis toute une série d'irrégularités graves, d'avoir aussi menti, et ces irrégularités graves procèdent d'une dénonciation de la part de la presse d'un dysfonctionnement grave au sommet de l'État. Donc là, c'est le peuple opinion, c'est-à-dire l'espace public, qui met en accusation le pouvoir exécutif. Donc on a une reddition de comptes en cours d'exercice, légitime, mais légitime aussi parce que les médias, en l'occurrence le célèbre Washington Post, fait en sorte d'instruire des éléments à charge, mais sans considérer que le procès doit se faire sur la place publique. Et j'attire votre attention sur l'élément important de cette affaire. Le Washington Post informe, apprend, donne des informations sur ces dysfonctionnements, mais c'est ensuite l'État qui va prendre le relais dans une procédure qu'on appelle l'impeachment, visant à faire en sorte que juridiquement, le procès du président ait lieu sur la place publique, pas sur la place publique, pardon, mais sur la place publique, de manière publique, mais encadré par des procédures juridiques extrêmement strictes. Donc on a là une manière de rendre des comptes au peuple opinion qui joue le rôle effectivement de lanceur d'alerte, d'informateur, mais qui donne le relais, qui laisse le relais aux institutions judiciaires. En l'occurrence, elles n'ont pas eu lieu puisque Richard Nixon démissionne alors même que la procédure d'impeachment était probablement très certaine d'aboutir de manière positive. C'est la différence entre ce qu'on peut appeler la logique de la transparence. La logique de la transparence, c'est on veut que le procès ait lieu sur la place publique, on se moque des procédures judiciaires, des droits de la défense, et la publicité, où l'opinion, le peuple opinion, c'est-à-dire l'espace public, conteste une action politique, mais après cette contestation, laisse les procédures juridiques habituelles s'exercer dans le cadre démocratique. Troisième, donc cette distinction est très importante parce qu'effectivement, si on confond les deux, on arrive à une reddition de comptes qui part dans tous les sens et qui n'a aucun objectif d'intérêt général. Troisième niveau, on peut rendre des comptes, un pouvoir politique peut rendre des comptes au peuple, société, c'est la réélection, au peuple, opinion, c'est la logique de contre-pouvoir, qui ne doit pas se transformer en anti-pouvoir, un contre-pouvoir, l'examen, le fait que les actions politiques sont évaluées. Troisième dimension, eh bien, une reddition des comptes au peuple-État, c'est-à-dire quand l'État se contrôle lui-même. Quand l'État se contrôle lui-même, et il peut se contrôler lui-même dans la mesure où les instances étatiques sont diverses entre l'exécutif et le législatif. Eh bien, il y a un contrôle de l'action mutuelle. Le Conseil constitutionnel contrôle les lois, la constitutionnalité des lois. Le pouvoir législatif peut contrôler l'action de l'exécutif, c'est sa mission. Et c'est de ce point de vue-là, je crois que en France, nous souffrons d'une grande insuffisance. Pour le dire très simplement, et pour prendre l'exemple de la situation actuelle, nous sommes dans une situation de crise où le pouvoir a pris plus d'ampleur à travers notamment un état d'urgence sanitaire. Dans les situations de crise, il est légitime, je crois, que le pouvoir puisse prendre davantage de place à une condition. 1. Le fait que ce pouvoir
prennent plus de pouvoir pour une durée limitée et annoncent un certain nombre de rendez-vous où d'ores et déjà la proportionnalité de ces pouvoirs supplémentaires par rapport à la situation pourrait être examinée lors d'un débat public devant le Parlement. Donc durée limitée, et s'engage également, deuxième idée, à ce que la validité, la pertinence de cet état d'urgence et la pertinence des décisions qui sont prises pourront être a posteriori réexaminées dans leur pertinence, justement. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une situation de crise. Alors beaucoup contestent effectivement les décisions qui sont prises, le manque d'anticipation à l'égard du coronavirus et de cette situation sanitaire. Le pouvoir prend davantage de force, peut-être au détriment des libertés individuelles, notamment le confinement, qui est absolument une atteinte par excellence aux libertés individuelles. Je pense qu'il est capital pour qu'on puisse accepter en démocratie ces atteintes à la liberté individuelle, de poser d'ores et déjà des rendez-vous sur, demain, les comptes qui seront rendus. Ce n'est pas le moment d'examiner les comptes aujourd'hui, on est dans l'action. Les décisions sont prises, on peut les contester dans l'espace public ou individuellement, mais voilà, il faut les suivre, il faut obéir. Simplement, nous pouvons et nous devons poser des jalons pour que demain, la pertinence de ces décisions qui sont prises soit examinée de très près. Et elles doivent être examinées non seulement de très près, mais sans aucune complaisance. Et c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que le Parlement, et notamment l'Assemblée nationale, s'engage d'ores et déjà à créer une commission qui elle-même s'engage à traiter des décisions, à accumuler des informations pour évaluer cette action publique de l'exécutif sans aucune complaisance. Et en ne regardant pas les logiques majoritaires. Je rêve, mais c'est absolument indispensable. Il faut que le Parlement puisse examiner l'action de l'exécutif, même s'il est de sa majorité, de manière impartiale et vigoureuse. C'est ce qui existe dans les grandes démocraties anglaises ou américaines. Parce que dans ces démocraties, quand vous passez d'une commission d'enquête du Sénat ou de la Chambre des représentants, vous avez des commissions d'enquête d'une vigueur, d'une vigilance, d'une rudesse totalement considérable. Qu'on voit d'ailleurs aussi, pour ce qui est de l'Angleterre, dans ce que racontent d'ailleurs avec beaucoup de similarités Margaret Thatcher et Tony Blair, quand il raconte comment le Premier ministre anglais, tous les mercredis désormais, répond aux questions du Parlement, dans ces scènes absolument ahurissantes du Parlement anglais, où vous avez le Premier ministre qui est face à l'opposition et qui doit répondre en temps réel, sans savoir les questions qui vont lui être posées, ce qui est très différent des questions au Parlement, au gouvernement du Parlement français. On ne sait pas à l'avance les questions qui vont être posées, et doit réagir. Et l'un et l'autre, Margaret Thatcher et Tony Blair, dans leur mémoire, racontent que c'est une épreuve épouvantable. Voilà ce que dit Margaret Thatcher. Aucun autre chef de gouvernement dans le monde n'est soumis à ce genre de pression régulière, et beaucoup font des pieds et des mains pour l'éviter. Aucun, comme je ne manquais de le rappeler à mes collègues d'autres pays que je rencontrais lors des sommets, n'a autant de comptes à rendre qu'un Premier ministre britannique. Et Tony Blair lui-même avoue que, aujourd'hui encore, quand il se trouve le mercredi à midi, juste avant de rentrer dans l'arène, il a toujours un petit picotement parce que c'était une épreuve absolument abominable qui lui paraissait extrêmement exigeante, où il jouait chaque semaine sa vie presque de Premier ministre parce qu'il pouvait dire une énormité sous le regard de tout le monde. Donc, voilà, cette rigueur, cette absence de complaisance, cette exigence de la reddition des comptes est un point faible de nos démocraties. Nous ne savons pas correctement rendre des comptes, les politiques ne savent pas, les procédures ne sont pas là, elles sont fragmentées, individualisées, médiatisées, publicisées dans les médias, mais elles n'existent pas dans les procédures étatiques, et c'est une faille extrêmement profonde des démocraties contemporaines qui nuit à leur efficacité. C'est là bien la raison, c'est pas par une logique idyllique de démocratisation, c'est parce que du point de vue de l'efficacité, un pouvoir n'est solide que lorsqu'il rend des comptes rigoureux
Voilà cette thèse et voilà ce point qu'il faut renforcer dans nos démocraties. Je termine avec une idée supplémentaire. Rendre des comptes au peuple opinion, au peuple société, au peuple opinion, au peuple État, par des procédures beaucoup plus rigoureuses de reddition de comptes. Il y a une quatrième dimension, je vais aborder très rapidement, qui sera surtout l'occasion du prochain cours et du dernier cours sur la démocratie, c'est rendre des comptes au peuple récit. Rendre des comptes au peuple récit, c'est d'une certaine façon rendre des comptes à la nation, mais non pas dans son moment individuel, dans son moment historique. Et c'est un point qui se trouve incarné dans cet exercice si particulier de nos chefs d'État européens ou mondiaux qu'on appelle en l'occurrence les mémoires. Albert Sorel, en 1903, écrivait cette phrase « Il n'y a pas de bataille perdue qui ne se regagne sur le papier ». Et en effet, les mémoires sont une manière pour les élus de rendre des comptes, non pas à leurs citoyens immédiats, mais à l'histoire de leur nation. Alors j'ai fait l'exercice, quand j'avais rédigé ce livre « Comment gouverner un peuple roi », de lire, alors peut-être pas tous, je serais un peu prétentieux, mais de lire de très très nombreux mémoires d'hommes politiques européens et américains, qui sont en général extrêmement intéressants, même généralement tous intéressants, de qualités différentes, et parce qu'ils expriment la manière dont les élus vivent les choses et veulent en quelque sorte que leurs traces restent dans l'histoire. Alors, les qualités sont très différentes et on peut se gausser aisément après le temps de telle ou telle mémoire, de ceux de Valéry Giscard d'Estaing, de ceux de ceux de François Hollande ou de quelques autres, pour ceux qui les ont écrites. Mais je crois qu'il y a, pour ce qui est de la France, quelque chose qui, disons, doit nous rendre assez fiers. Nous avons des dirigeants qui ont le sens de l'histoire. Les mémoires sont très différentes, elles peuvent être plus ou moins enthousiasmantes, plus ou moins pertinentes, plus ou moins grandioses, mais tous ces élus que nous avons, quel que soit leur parti politique, quel que soit leur camp, quel que soit, ont le sentiment, parce que nous sommes en France, d'écrire leur mémoire avec le regard de l'histoire ou la main de l'histoire posée sur leur épaule. Alors parfois ils en font trop, parfois ils en font pas assez, mais de ce point de vue-là, en dépit de tout ce qu'on peut dire sur ces exercices d'écrivain, il y a quelque chose d'assez émouvant et quelque chose qui témoigne du fait que l'art politique n'est pas simplement un art de la gestion au quotidien, ce n'est pas simplement un art de la vision, c'est d'abord et avant tout un art de raconter des histoires et peut-être aussi de raconter l'histoire. Et cette tradition de conte-là est peut-être une forme d'inhibition, une forme de limitation qui fait que quand on est élu, il faut en effet que eh bien, ce rapport à l'histoire reste présent, qu'on n'ait pas honte de ce que l'on a fait, qu'on puisse en être, le cas échéant, fier, même s'il y a toujours un peu de marketing dans l'affaire. Rendre des comptes à l'histoire, voilà qui persiste plus que jamais en démocratie. Et nous verrons ce point dans la conclusion de ce cours sur l'énigme démocratique, en essayant de comprendre ce qui fait, encore aujourd'hui, la promesse de la démocratie.